Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne, comprendre tous les enjeux et après on peut avoir des niveaux différents sur certains aspects du métier. Le tout, c'est de tout appréhender, de pas avoir peur d'y aller, de monter en compétence sur certains aspects, etc. De s'appuyer sur des relais qui sont eux experts, qui font partie de l'équipe. Donc voilà. Mais pour moi, la notion de full stack, elle est plutôt dans l'opération. Donc c'est-à-dire comment cette équipe, elle a de l'impact. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Lucie Casamidjian, Head of Product Marketing chez Skello. Lucie est l'une des pionnières du product marketing en France. C'est d'ailleurs elle qui lance le premier meet-up sur le sujet en 2019. Encore aujourd'hui, le rôle de PMM n'est pas toujours bien compris et sa valeur pas toujours bien estimée. Alors, j'ai demandé à Lucie de nous partager sa vision de ce rôle et de nous expliquer le concept de Full Stack PMM qu'elle a mis en place au sein de son équipe. Dans cet épisode, vous découvrirez ce que signifie être Full Stack PMM, la valeur que ça peut apporter et l'intérêt ou pas de l'implémenter dans votre entreprise, des conseils actionnables pour construire une équipe PMM performante, son retour d'expérience sur les interactions du product marketing avec les différents départements, et enfin, sa réflexion sur la communication à instaurer au sein d'une équipe PMM. Je laisse place à mon échange avec Lucie, qui j'espère vous donnera une meilleure compréhension du rôle du PMM et de la façon dont le product marketing peut apporter un maximum d'impact. Hello Lucie, comment tu vas ? Hello Carlotta, ça va super et toi ? Ça va, merci. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Skello ? Alors donc je m'appelle Lucie Casamidjian, je fais du product marketing depuis plus de 5 ans maintenant et je suis Head of Product Marketing and Enablement chez Skello. Alors Lucie, tu es là aujourd'hui pour nous partager ta vision du rôle du PMM et notamment nous expliquer le concept de Full Stack PMM. C'est un concept dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui pourtant permet vraiment d'accroître la valeur du product marketing dans les organisations, en tout cas de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que cette notion de Full Stack, elle est surtout associée au métier de développeur ou de marketing, pour faire allusion un peu à cette notion de polyvalence. Ouais. Alors pourquoi l'associer au métier de product marketing justement ? C'est une très bonne question. En fait, c'est pas un terme qu'on utilise au quotidien. Nous, par exemple, en interne, on se définit pas forcément comme des full stack product marketers. Mais cette notion de full stack qu'on retrouve sur d'autres métiers comme en marketing ou en tech, en réalité, elle s'applique très bien à notre métier parce que c'est un métier tout simplement qui a de nombreuses dimensions mais qui a aussi de nombreuses facettes et expertises. Et en fait, ce qu'on retrouve souvent dans les entreprises, c'est on va avoir un product marketer qui va être plus spécialisé sur, par exemple, tous ces aspects de lancement, de rollout plan, etc. D'autres qui vont faire plus de l'enablement, d'autres qui vont travailler sur des verticales de secteur, d'autres qui vont travailler vraiment sur l'amont, plus de la strat, etc. C'est très variable en fait. Et du coup, cette notion de full stack, elle veut juste dire qu'en fait, on fait de tout. Voilà, tous ces éléments-là sont abordés du coup par l'équipe. Est-ce que du coup tu peux justement rentrer un peu plus dans le détail ? Tu dis tout, qu'est-ce que ça signifie ? C'est de la discovery à la delivery, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est une très bonne question. Donc en fait, il y a 2 aspects, je dirais. Donc il y a vraiment cette partie, comment tu vas travailler, avec l'équipe produit et le product manager sur l'ensemble du cycle de développement de la fonctionnalité. Et quand je dis cycle de développement, je commence dès la phase de road mapping. Donc c'est-à-dire vraiment à quel moment tu vas te dire qu'il y a une opportunité spécifique pour bosser sur cette fonctionnalité. Donc là, c'est bien en amont. Donc le PMM, il va commencer à intervenir dès cette phase-là, commencer à se poser les bonnes questions de, justement, quel est le potentiel de cette fonctionnalité? Quel est le ROI, de ce potentiel développement? Est-ce que ça va du coup avoir un impact sur le market fit de telle ou telle verticale, par exemple? Est-ce que ça va avoir un impact sur la satisfaction de ma base client existante? Est-ce que ça va me permettre de débloquer des deals, par exemple? Voilà, vraiment se poser toutes ces questions-là, bien en avance de phase. Donc, quand on travaille sur la phase de road mapping, et souvent ce que je dis, c'est qu'en fait, le PMM est vraiment contributeur de cette roadmap. Il est absolument pas owner de cette roadmap. On est en fait uniquement des enablers. On est là pour apporter justement des éléments à cette grille de lecture, faciliter la prise de décision, mais en aucun cas, c'est le PMM qui fait la roadmap. Donc ça, voilà, juste pour nuancer et être certain que c'est très clair. Donc voilà, donc ça c'est vraiment donc cette première phase-là, vraiment sur la partie road mapping. Ensuite, on va retrouver du coup toute la partie discovery qu'on peut découper en 2 gros blocs. Si tu prends ton double diamant, tu as cette phase toute la partie research, analyse de la compétition, analyse du marché, etc. Et après, tu as une partie qui est plus
plus idéation, et cetera, qui concerne moins le PMM. Mais nous, on va plus intervenir du coup sur cette première partie du double diamant, donc sur toute la partie analyse de la compétition. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre comment le problème déjà, est-ce qu'il est adressé? Est-ce que d'autres l'adressent? Si oui, ils l'adressent, comment ils l'adressent? Comment ils se positionnent sur ce marché-là? Quelle stratégie de pricing, et cetera. Donc là, l'objectif, c'est au-delà d'un benchmark, hein. C'est pour ça que souvent, j'utilise pas ce terme-là. C'est pas juste dire tel type d'acteur fait ci, tel type d'acteur fait ça, et cetera. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre en place un système de mapping et de comprendre comment on se positionne les uns par rapport aux autres. C'est important d'avoir cette grille de lecture pour soi parce qu'ensuite, on va devoir la transmettre justement à nos clients prospects pour les aider à s'y retrouver dans ce marché. Donc ça, c'est vraiment une première partie qu'il faut faire du coup très en amont. Et ça peut entraîner du coup d'autres recherches, hein. On peut du coup se poser des questions sur la willingness to pay, la sensibilité au prix, enfin voilà. Après, ça peut entraîner d'autres types d'analyses. Ensuite, on va retrouver la phase de recherche utilisateur. Alors ça, enfin en fait, elle est pas, ça dépend vraiment de la problématique, hein. Il n'y a pas de nombre magique, de volume d'interview à faire. Il n'y a pas d'obligation à faire de la research. Ça dépend de son niveau de certitude, de compréhension du problème. Si on a déjà énormément de retours et qu'on est vraiment très convaincu qu'il faut l'aborder comme ça, bah, peut-être que des user tests, ça va suffire. Donc voilà, je pense que c'est important. La research, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui plaît aux gens du produit. Ouais, c'est vrai. Toujours se poser la question de est-ce que je le fais pour me faire plaisir ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment des hypothèses que je souhaiterais confirmer. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point important à garder en tête parce que c'est souvent ce qu'on aime bien, quoi. Enfin, en tout cas, dans la majorité des cas, on aime bien cette phase-là. Et là, le rôle du PMM, ça va être justement d'aller chercher ce qu'on appelle les préférences utilisateurs. Alors, je tiens juste à préciser que chez Skello, le PMM est absolument pas honneur non plus de la recherche. Alors, chez nous, on n'a pas du X-Researcher. C'est une discipline, la recherche, qui concerne un peu tout le monde, hein, finalement, parce qu'on a tous quelque chose à aller chercher, quelque chose à aller trouver, quelque chose à aller confirmer. Donc, ça va être vraiment, nous, c'est vraiment tripartite, hein. C'est c'est le designer, le PM et le PMM. Donc, ça veut pas dire qu'on fait tout le temps à 3 les interviews et qu'on parle tous en même temps. C'est absolument pas comme ça qu'il faut l'imaginer. Mais voilà, mais en fait, on cherche tous à confirmer certaines hypothèses. Justement, le guide d'entretien, il est travaillé ensemble, les interviews sont bien retranscrites, bien enregistrées, etc. Pour faire en sorte que tout le monde trouve la matière dont il a besoin pour effectuer son analyse. Et parce que ce qui est important, souvent, c'est pas très clair. On peut le voir souvent entre le qu'est-ce que cherche le PM, qu'est-ce que cherche le PM dans une phase de recherche. Et moi, j'aime bien le décrire comme ça. Il y a le qu'est-ce que j'ai besoin de faire et le qu'est-ce que je veux que ça m'apporte. Et en fait, c'est vraiment ça la nuance. Nous, on va aller chercher sur le qu'est-ce que je veux que ça m'apporte. Donc, La voilà. proposition de valeur qu'on veut mettre en avant et... Exactement. Mais je dirais même en avant de la proposition de valeur parce qu'en fait, la proposition de valeur, c'est l'output en fait de l'analyse de la compétition, le marché et la recherche. En fait, ce qui va ressortir de cette recherche utilisateur, c'est uniquement des préférences. Et en fait, les préférences, elles vont aussi varier en fonction des types de personas, etc. Enfin voilà. Et après, quand on va du coup choisir et cibler, on va dire bah voilà, pour telle typologie de personnes, ils sont sensibles à tel type de facteurs. On sait que c'est des choses qui les motivent, ils aspirent à ça. Par rapport au marché, et cetera, qu'est-ce que proposent les autres? Comment moi je peux me distinguer? Est-ce qu'il y a une place sur ce marché-là, et cetera? Et ensuite, tu as du coup ton travail autour de la proposition de valeur. Mais je pense qu'il faut pas se dire que direct je fais ma recherche et j'ai ma proposition de valeur. Oui, bien sûr. Parce que là, on risque d'oublier beaucoup de facteurs. Et souvent, ce qu'on voit, ce qui est difficile, c'est de passer du coup de cette étape de je fais ma recherche, j'ai un peu des indications sur quelles sont les attentes, et ensuite consolider l'output pour une personne dédiée sur un marché précis. Et c'est vraiment la gymnastique cérébrale. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment sur la phase amont, si je puis dire. Du coup, si je résume dans la partie amont, on a la première partie qui va être le road mapping, ensuite l'analyse de la concurrence, et enfin, on va finir par, si c'est nécessaire en tout cas, la user research pour vraiment confirmer tous nos a priori, tout ce qu'on aimerait savoir et pouvoir le valider avec le PM, le product designer et le PMM qui travaillent ça ensemble. Exactement. C'est tout à fait ça. Super. Alors du coup, après, on passe sur la partie aval, j'imagine. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, en théorie, il se passe d'autres choses, hein, après ça, donc on a toute une partie d'idéation, et cetera. Je rajouterais juste que c'est important de commencer à créer de l'alignement en interne dès ce moment-là. Souvent, c'est quelque chose qui est souvent difficile pour tout PMM, hein. Enfin voilà, on a quand même un travail où on doit effectuer énormément d'alignement, aligner les enjeux, communiquer sur ce qui est en train de se faire côté produit, et cetera. Et moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est quand même dès cette partie-là, partager du coup l'output de la recherche. Donc même si la solution n'est pas définie, ça permet au moins aux équipes revenus, sales, customer experience, etc., d'être déjà embarquées un peu dans l'histoire, dans le problème qu'on
qu'on a envie de résoudre et c'est surtout le moment idéal de récupérer aussi leurs insights, terrain, s'ils en ont et pourquoi pas nous dire: «Ah mais tiens, tu as pas parlé à un tel qui avait un cas, voilà, très similaire, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi». Donc ça, c'est je pense qu'avant de partir en phase de solution, donc il y a quand même ces phases d'alignement qui sont, nécessaires et qui font partie intégrante de notre métier, qui sont rythmées du coup tout au long de ce cycle de développement et j'insiste juste sur ce moment-là, parce que bien souvent ce qu'on voit, c'est que ça arrive trop tard. Mmh. Et là, moi, je trouve qu'en général, c'est le bon moment pour en tout cas les embarquer sur un sujet. Donc voilà. OK, super clair. Donc ensuite, on a commencé, cette phase, d'idéation. Donc là, c'est pas du tout le rôle, du PMM, de faire ça. Bien sûr, on a un avis, on peut nous poser, la question et cetera. Mais bien sûr, c'est vraiment le PM et le designer qui sont vraiment, honneurs de cette phase-là. Donc en général, voilà, il y a plusieurs protos et cetera. Nous, la seule chose, en fait, où on va nous demander un petit peu, notre avis ou ce qu'on va regarder, c'est on va s'assurer que l'expérience finale, elle répond quand même à ses préférences utilisateurs. Si j'avais envie d'un truc, je sais pas moi, simple, rapide et sécure et que, c'est hyper flexible, hyper complet, mais que, il y a 27 étapes, pour arriver à l'output, on va dire: «Peut-être que» voilà. Bon, bien entendu, c'est des éléments qu'ils ont en tête et ils les prennent en considération quand ils sont dans cette phase d'idéation. Donc voilà, c'est juste, on va avoir un regard sur cette partie-là, mais on n'est absolument pas owner. Sur la partie copywriting, on peut contribuer, on n'est absolument pas owner non plus. Chez nous, c'est le designer qui est owner de cette partie, copywriting. On va juste, en fait, ici s'assurer de la consistance des messages. C'est-à-dire que si, en fait, enfin, il faut imaginer que son produit, c'est un canal, hein, comme tant d'autres et c'est important d'avoir de la consistance entre l'un et l'autre. Donc si, par exemple, on décide de faire, moi, je sais pas, une modèle de discovery, une modèle d'upsell ou juste même un subtitle qui présente un peu les bénéfices, il faut s'assurer quand même que ce soit en lien avec la value propre. Donc voilà. Et ensuite, du coup, on rentre, la solution est validée, ça part en phase de développement et du coup, là, le PMM, il va commencer à travailler sur ce qu'on appelle le go to market et tout ce que ça implique. Donc, reprendre justement, tous les éléments de cette recherche, affiner, sa, value proposition, travailler des messages qui vont autour de cette, value proposition, travailler les éléments autour de la cible, affiner les éléments autour de la stratégie de l'offre, la stratégie de commercialisation, la stratégie d'enablement, la stratégie, marketing et voilà. Après en fait, c'est tout en fait, il faut imaginer ça comme un jeu de cartes. En fait, le PM, c'est comme un magicien avec beaucoup, beaucoup de cartes et en fonction de l'enjeu de la feature, on va sortir telle ou telle carte. Donc c'est toujours difficile, quand on nous demande, qu'est-ce qu'il y a dans un go to market? En fait, il y a énormément de choses dans un go to market. Je pense qu'on pourrait écrire, 15 livres sur comment faire un go to market. Chaque PMM a un peu sa méthode, son framework et cetera, son standard. Après la question, c'est qu'est-ce qui est pertinent par rapport notamment au tiering? Bien sûr, on va pas mettre la même énergie sur un petit improvement certes très nécessaire que, la feature de l'année, qui va, apporter du MRR. Donc, bien entendu, c'est pas du tout la même chose. On mesure l'effort, par rapport à ça. Donc voilà et ensuite, il y a toute cette partie enablement, qui est très, très importante. Donc, nous au sein de mon équipe, du coup, chez Skello, c'est, une expertise, spécifique. Donc c'est des personnes spécifiques qui font ça. Alors en fait, ce que le PMM, lui, il va comprendre, s'il y a un enjeu d'enablement, il va plutôt, participer, du coup, à construire les supports de formation, travailler, du coup, les messages qu'on veut mettre en avant, bien clarifier, par exemple, l'offre, le prix et cetera et l'enablement, lui, il est expert, en formation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas expert, dans la solution, dans le produit, qu'on vient de lancer, mais il est expert en formation. OK. Donc il va trouver les bons créneaux, il va, déjà, en général, c'est des personnes qui ont, un aura assez, naturel et qui, savent, embarquer, les troupes. Donc ça, c'est vraiment, super important de se reposer sur des personnes qui ont ce type de soft skills. Enfin, je pense que c'est typiquement le genre de métier où les soft skills, sont tout aussi importantes que les hard skills et là, typiquement, sur la partie, enablement, en tout cas, les personnes de notre équipe ont, cette belle aura naturelle qui fait qu'ils arrivent bien à embarquer les personnes, dans les messages et cetera et eux, en fait, ils vont être en charge du coup de l'inscrire dans le parcours de formation. Ils vont pas former exactement de la même chose, les, sales par exemple qui sont là depuis, 3 jours et ceux qui sont là depuis 4 ans. Bien sûr. Donc c'est pas du tout la même chose. Comment on mesure, cette connaissance, et cetera. Ça, c'est vraiment, une expertise, à part donc voilà. Après, ça peut être la même personne qui fait ça. Si on n'a pas, la possibilité, du coup d'avoir, une équipe enablement, en fonction de son stade, en fonction du nombre de sales aussi, hein. Si on a peu de sales, peut-être que ça vaut pas le coup d'avoir une personne dédiée et ça peut être le rôle du Du PMM. voilà, ça dépend vraiment de son stade, de développement. Finalement, quand tu es full stack PMM, ça revient à remonter au fur et à mesure dans la chaîne de valeur parce que on va pas s'occuper uniquement de la partie aval, go-to-market, enablement, etc., mais on va vraiment contribuer à toute la partie amont dont on a discuté avant, le road mapping, l'analyse de la concurrence, la user research, etc., pour orienter finalement la solution et réussir aussi en tant que PMM à apporter la bonne value propre par rapport à cette solution.
C'est ça et j'ajouterais à ça une autre dimension, qui est plutôt le go-to-market des nouvelles verticales. Alors ça, c'est quelque chose que toutes les équipes PMM ne font pas. Certaines le font, pas toutes, ça dépend vraiment de comment la boîte grossit. Est-ce que déjà on a un business, par verticale et cetera. Nous, en tout cas, notre équipe, on a ce rôle-là, pas sur toutes les verticales, celles où on a un bon market fit depuis longtemps, qui roule, voilà, il y a pas de sujet. Mais sur notamment les nouvelles verticales, quand on commence à aborder du coup de nouveaux challenges, à essayer de comprendre une nouvelle cible, de nouveaux besoins, là le PMM va jouer un rôle plus proactif, notamment pour aider à cette phase de roadmap, mais plutôt en run. Comment ça se passe concrètement? Bah, on va avoir un PMM qui va passer du coup, beaucoup de temps avec ses équipes, sales. Bah, en général, c'est, voilà, des petits groupes, des petites, task force qui vont, aller essayer d'adresser un marché et là, l'objectif au-delà du fait qu'on veut voir si on arrive à vendre, c'est surtout, essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on devrait avoir demain pour aller adresser ce segment de marché? Donc voilà, donc bien entendu, le rôle du PMM n'est pas de coller, dans ces moments-là, il passe pas les calls avec les sales, mais par contre, il est plutôt, garant du process, c'est-à-dire qu'il va s'assurer qu'on collecte bien les feedbacks terrain, que c'est bien maintenu à jour, qu'en fait on arrive du coup à avoir, cette matière-là qui va nous permettre d'affiner notre roadmap. Sur une verticale, si je peux dire, ce serait plutôt un process pour du mass market et après pour du grand compte, c'est assez différent. Du coup là, le PMM, il participe au meeting, il creuse en live les besoins, voilà. Ça dépend un peu de la taille du, prospect. OK, et après tous les besoins, enfin tout ce qu'on remonte finalement, toutes les informations qu'on a, on va les faire remonter et les partager aux équipes, produits notamment pour travailler cette solution-là, prioriser potentiellement des features et cetera, c'est ça? C'est exactement ça. OK. C'est exactement ça. Super clair. Il y a une question qui me vient parce que là on se dit bon bah c'est parfait en fait, full stack PMM c'est ce qu'il faut. Pour autant aujourd'hui beaucoup d'organisations ont des PMM qui sont segmentés par spécialité et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu cette image de il faut être expert un peu d'un domaine et de l'aspect couteau suisse est pas forcément toujours bien vu ou en tout cas valorisé. Quel est ton avis là-dessus du coup? Moi, mon avis, c'est que j'aime bien le couteau suisse. C'est marrant, j'ai pas du tout le même regard là-dessus. Moi, je pense qu'on dévalorisera jamais le fait d'avoir multiples expertises. Après, je pense qu'il faut pas se leurrer, hein. On va jamais trouver un PMM qui est fort en tout, hein. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de construire une équipe avec des forces différentes. Et ça c'est essentiel. Donc c'est-à-dire que, enfin, typiquement aujourd'hui, nous dans notre équipe, on a Paul par exemple qui vient plutôt de la partie sales, c'est un ancien sales lead, donc voilà, il a des skills spécifiques qui lui servent dans son métier chaque jour. Par exemple, Chloé, c'est plus une experte du marketing à la base, avec une sensibilité produit. Donc en fait, elle apporte aussi quelque chose de très complémentaire. Et après, on va avoir Jean-Philippe qui a eu vraiment cette expertise enablement, Laïla qui a une expertise sales enablement et Laurette qui a une expertise knowledge produit et moi qui ai un background plutôt produit. En fait, cette équipe-là, elle a vraiment des compétences très variées. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont chacun uniques dans leur spectre de compétences et c'est ça qui fait que cette équipe, elle fonctionne et qu'on arrive à adresser du coup toute cette chaîne. Je ne pense pas qu'on peut trouver quelqu'un qui est expert en roadmap, en vertical marché, en discovery, en go-to-market, en enablement, en parcours de formation. Sinon faut nous le dire là. Franchement, si vous l'avez, mais gardez-le. Parce que vraiment, c'est une perle. Donc voilà. Non, non, je pense que mais c'est comme pour les devs, en fait, on parle souvent de dev full stack. Faut pas croire que ils sont ils sont, experts dans absolument tout. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne, comprendre tous les enjeux et après on peut avoir des niveaux, différents sur, certains aspects du métier. Le tout, c'est de tout appréhender, de pas avoir peur d'y aller, de monter en compétence sur certains aspects, et cetera. De s'appuyer sur des relais qui sont eux experts, qui font partie de l'équipe. Donc voilà. Mais pour moi, la notion de full stack, elle est plutôt dans l'opération. Donc c'est-à-dire comment cette équipe, elle a de l'impact. Donc en fait, on a de l'impact sur l'ensemble de la chaîne. On aborde ces aspects-là. Après, dire que tout le monde est expert en tout, ce serait faux et prétentieux. Donc voilà, je pense qu'on peut choisir son domaine d'expertise, un peu son dada sur toute cette chaîne et cette multitude de choses à faire. Et après, bah, essayer de développer d'autres expertises, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller un peu bah, voir ce qui se passe plus en amont de la chaîne, plus en aval, etc. Avoir cette curiosité justement d'aller explorer l'entièreté de son métier. Mais ça dépend, en fait, la notion de full stack, elle dépend vraiment de s'il y a un intérêt pour ça aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que potentiellement les personnes qui vont écouter ce podcast, qui font potentiellement que du go-to-market ou potentiellement que des rollout plan, se disent oh là là, bah en fait, je suis pas un vrai PMM ou je sais pas quelque chose comme ça. C'est faux en fait. C'est-à-dire que en fait chaque aspect de ce métier-là, c'est vraiment une discipline PMM forte. La question c'est est-ce que ça a un intérêt pour la boîte ou pas d'aller aborder tous ces aspects-là. Peut-être qu'en fait les problématiques autour de l'offre, bah ça va peut-être plus être tiré par la strat dans certaines boîtes. Pareil sur l'analyse de la compétition, peut-être que c'est pas le PMM qui fait ça, que c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend de beaucoup de choses, du niveau de seniorité, du rôle, de la mission, etc. Le tout c'est que quelqu'un le fasse.
Et c'était un peu une des questions que j'avais aussi, c'est est-ce que justement cette approche, elle est pertinente pour tout type d'entreprise et du coup, en fait, ça dépend vraiment du besoin, des missions qu'on veut que le PMM fasse, où il y a de la place par rapport au reste de l'organisation finalement. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça et ça dépend aussi de l'expertise de cette équipe IMM. Si par exemple, elle a pas l'expertise, je sais pas moi, pour la partie, discovery ou enablement, bah, peut-être que c'est ailleurs et c'est pas grave. Voilà. C'est juste, il faut que ce soit fait. Après qui le fait? La personne la plus à même de le faire. Bien sûr. Et justement, toi, du coup, chez Skello, quand t'es arrivé, t'as dû créer from scratch un peu toute ton équipe et du coup, c'est là où tu t'es dit, bon bah voilà, comment je veux la constituer? Ou est-ce que t'es arrivé, il y avait déjà des personnes et donc t'as structuré avec une structure existante? Comment est-ce que tu l'as implémenté finalement, cette notion-là, vraiment pour être présent sur toute la chaîne de valeur et que, de ce que je comprends, que ça fonctionne super bien? Alors, bah, c'est une très bonne question. Donc, moi, quand je suis arrivée chez Skello, donc il y a 1 an, maintenant, il y avait déjà Chloé, qui était là depuis 1 an et demi, je crois. Déjà, ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle était chez Skello, donc c'était la première PMM, de chez Skello. Elle avait un rôle essentiellement sur cette phase aval, donc cette phase plus, de, go to market. C'était, bah, lié à beaucoup de choses. Je pense, c'est ce qu'elle savait faire de mieux. C'était vraiment son cœur d'expertise et après, bah, c'est vrai que quand on est seul, PMM avec, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de missions, parce qu'elle avait aussi toute une partie enablement, on peut pas tout faire. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'elle était essentiellement concentrée sur cette partie-là. Après, du coup, moi, quand je suis arrivée, bah, forcément, il y a toujours une petite phase, d'analyse, de compréhension des enjeux et cetera et bah, l'objectif, ça a été de comprendre, comment, on pouvait remonter la chaîne de valeur pour servir la mission de l'entreprise et servir, du coup, cette équipe, produit et surtout faire en sorte qu'on allait délivrer un maximum de valeur à nos clients. Donc voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête si, demain vous rejoignez une équipe, PMM, existante. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de bons à garder, à regarder et cetera et l'objectif, c'est plutôt, pas de tout casser et de tout reprendre, mais plutôt, comment par rapport à cette structure, existante, on arrive à l'amener au next level, si je puis dire et tout en répondant aux enjeux de la boîte. Typiquement, si nos enjeux avaient été différents, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas mis aussitôt de l'énergie, par exemple, sur la partie discovery. Donc voilà et après, il faut aussi avoir en tête que quand on rejoint une équipe existante comme ça et qu'on essaie de remonter la chaîne de valeur, c'est pas juste remonter la chaîne de valeur, c'est aider les équipes à monter en compétences sur cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à faire, en un clic, comme ça, des analyses de la compétition si on n'en a jamais fait et pareil pour de la recherche et pareil pour, crafter une value propre qui correspond à des préférences qu'on aurait trouvées en phase de recherche et cetera. Ça, c'est des choses qui s'apprennent donc bien prendre le temps de former les équipes, de les accompagner dans cette, montée en compétences et ça se passera très bien. Donc voilà. Super, super intéressant. Et justement, comment est-ce que ça se traduit au quotidien, si je peux dire ça comme ça, dans la relation avec les différents interlocuteurs? Donc, ça s'appelle du coup les équipes PM, le marketing, les sales. Est-ce que vous avez des rituels déjà entre vous, enfin au sein de l'équipe globale PMM, et après comment est-ce que ça se passe avec le reste de l'organisation? Oui, on a des rituels avec toutes ces personnes. On est vraiment, du coup, à la croisée des chemins entre toutes ces parties prenantes. Les PM et les designers, bah, en fait, il faut considérer qu'on est une équipe. En fait, on travaille ensemble, tout le temps. On fait partie de la même squad. Nous, les PM sont rattachés à des squads. Donc, en fait, c'est vraiment des binômes, des trinômes. Donc, l'alignement, il se fait, tous les jours, en fait, en réalité et au fur et à mesure qu'on avance sur ces étapes. Pour ce qui est, des autres équipes, donc, par exemple, équipe marketing, donc nous, chez Skello, on est rattaché à l'équipe produit. En tant que PM, c'est aussi lié au fait qu'on intervienne sur tout ce cycle, de développement, c'est beaucoup plus simple. Mais on est très, très proche des équipes marketing. On se voit, absolument, toutes les semaines. Bah, déjà pour se tenir informés de nos différents, sujets respectifs et ensuite, bah, c'est vrai que nous, on les embarque, du coup, dans nos projets, nouvelles fonctionnalités, nouvelles expériences et cetera, vraiment au fil de l'eau. L'objectif, c'est vraiment de construire ces roll-out plans, ces stratégies de lancement, vraiment ensemble. Le PMM est un généraliste du marketing, donc on est censé en comprendre, les tenants, les aboutissants, voilà. Mais on n'est pas expert, en Google Ads ou en SEO ou je sais pas quoi. Ça, faut bien l'avoir en tête, donc c'est important de s'appuyer sur ces relais-là pour, trouver la meilleure stratégie en fonction du coup, de sa cible, de son audience et cetera et des enjeux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on co-construit. Donc voilà, donc clairement le marketing, on travaille, Main dans la main. ouais, voilà, main dans la main. Il faut s'imaginer que nous, on a plusieurs binômes, trinômes, en fait, on est Ouais, c'est clair. donc voilà
Et après, bah, pour les équipes, sales, c'est pareil, c'est communiquer énormément, donner beaucoup de visibilité, s'assurer que du coup le management de ces équipes-là est bien au courant des nouveautés, des dates de release et cetera. C'est toujours, des enjeux, mais voilà, communiquer de façon proactive, ça arrive toujours qu'une feature soit décalée, avancée et cetera. Les rien n'est jamais dans le marbre, hein, quand on fait du jeu produit, ça je pense qu'on le sait tous. Mais le tout, c'est d'être proactif pour éviter que ça génère des frustrations, de l'attente et cetera, auprès de ces équipes. Et après, bah, c'est la même chose pour les équipes customer experience, customer support. Alors je ne sais pas quelle définition donner parce que ça varie tout le temps en fonction des boîtes, mais cette équipe, voilà, customer, c'est celle qui est vraiment customer facing. Donc vraiment, pareil, bah, de la même manière en fait, les tenir informés, et surtout, se nourrir de leurs retours parce qu'eux, ils parlent avec le client, tous les jours en fait. Donc même si nous on fait de la research, on ne pourra jamais dire qu'on est autant, en contact avec le client. Donc vraiment se nourrir de leurs retours, au quotidien. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout fait. Ouais, je crois. Et juste en interne, du coup, au sein de ton équipe, t'as à la fois l'équipe PMM et Enablement. Du coup, c'est que ça se fait de manière assez informelle parce que bah, vous êtes une équipe, vous voyez assez souvent, ou est-ce que vous avez quand même des moments vraiment dédiés à l'échange? Alors c'est un très bon point et c'est assez marrant parce que c'est une des personnes de mon équipe qui me faisait remarquer ça, la semaine dernière et du coup, je pense que c'est un point important parce que j'y ai réfléchi toute la semaine. En fait, on a des rituels, d'équipe. On a un weekly, voilà, où on s'update tous, on s'assure qu'il y a pas d'overlap, on se nourrit un peu de l'expertise des uns des autres, on peut s'aider et cetera. Où on va partager, nos prios de la semaine, les enjeux et cetera. C'est un weekly d'équipe, tout ce qu'il y a de plus, normal, si je puis dire. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme, les PMM, en fait, ils travaillent dans des squads, ils sont rattachés à des squads, ils ne travaillent pas ensemble. Oui, c'est vrai. Et en fait, je réfléchis en même temps que je réponds à cette question parce que je me pose également cette question, mais je pense que c'est important de favoriser quand même le partage d'expertise, le partage d'expérience parce que c'est ce que j'expliquais au début, en fait, c'est quand même une équipe qui a différentes, forces et des forces assez complémentaires. Donc en fait, comment on arrive à la fois créer de la collaboration entre les PMM, même s'ils travaillent pas sur les mêmes sujets et qu'ils ont pas les mêmes enjeux, les mêmes objectifs et cetera. Donc faire en sorte que voilà, qu'il y a ce partage de connaissances et cetera. Je pense que ça peut se matérialiser de différentes manières. Après, je pense que c'est important d'avoir l'enjeu en tête. Parce que c'est pas parce qu'on est dans la même équipe qu'on est proche finalement et qu'on échange beaucoup. Et c'est vrai que moi, de ce point de vue-là, bah, en fait, on s'en rend moins compte, en fait, quand on est manager, parce qu'en fait, on parle avec tout le monde tout le temps. Donc, en fait, on se rend pas compte que eux, entre eux, forcément, ils ont moins d'échanges, moins d'interactions. Voilà, je pense que c'est important. Oui, rien que s'il y a des nouvelles, enfin, des PMM qui travaillent sur des, comme tu dis, des squads différentes ou du coup en parallèle il y a des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent impacter de manière globale la solution, le produit. Après, ça peut potentiellement surcharger en aval quand il faudra faire la stratégie marketing, former les sales, etc. Si ça arrive en même temps et que ça n'a pas été anticipé, par exemple, ça pourrait amener potentiellement à des problématiques Ouais. à cause de ça. Ça là-dessus, ça va parce qu'en fait, en réalité, ça, c'est de l'alignement, c'est la roadmap et cetera. Je pense que c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête. Voilà, l'aspect, c'était plus enfin, ce que j'avais en tête, c'était plus, sur ce partage d'expertise quand, ils ont des expertises un peu, diverses. Mais sur ce côté, charge de travail, anticipation et cetera, voir un petit peu qu'est-ce qui a de l'impact sur quoi, oui, c'est évidemment, ça c'est indéniable, c'est un risque et ça c'est enfin, faut vraiment l'avoir en tête, quoi. Enfin, faut vraiment s'imaginer qu'en fait, on est comme une chaîne de production, on a des pièces qui rentrent et en fait, faut pas qu'à un moment donné, il y ait un bouchon, hein, parce que sinon, ça va être terrible et pour ça, bah, faut beaucoup communiquer, beaucoup échanger, se tenir informé de l'avancée de la roadmap. Super clair. Écoute, Lucie, merci pour cet échange. C'était super intéressant. Si ça te va, on passe aux deux dernières questions de la fin. Ça marche. Alors, la première, quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast? Alors la prochaine personne ou le prochain, sujet, donc c'est pas une personne en particulier, mais c'est plutôt un type de profil, je pense, qui moi m'intéresserait. C'est marrant parce que je me suis rendu compte assez tard en fait, dans ma carrière, bien qu'elle soit pas très longue pour le moment, qu'en fait les personnes qui m'inspiraient le plus dans mon quotidien, c'était en fait les premiers PMM des boîtes, soit plutôt des CEO. Et en fait, je pense que c'est quelque chose où on oublie parfois, mais en fait, bah, la première personne qui va justement chercher ce market fit, qui se pose ces questions-là, bah, c'est souvent un founder. Et je pense que ce serait intéressant de comprendre, enfin, d'avoir un peu ce sujet-là de go-to-market, de market fit, mais pour des boîtes très early stage. C'est un exercice qui est très difficile et très différent de ce qu'on fait en tant que PMM quand on est dans une boîte établie qui a déjà un market fit. Et ça, c'est très très difficile. Et franchement, je pense que ça aura beaucoup de valeur pour, bah, n'importe quel PMM et n'importe quel, entrepreneur, qui monte sa boîte et qui se pose ces questions-là. Parce que c'est vraiment, et finalement, il y a quand même, peu de partage, je trouve, à ce sujet-là et ça m'intéresserait beaucoup, j'avoue.
Super intéressant, je le garde en tête. Et la deuxième question, est-ce que tu as une ressource ou un livre que tu recommandes? Je pense que, en fait, ça dépend au stade où on en est dans le PMM. Je pense que quand on commence, quand on démarre, il y a quelques bouquins assez théoriques qui sont pas mal, Product Marketing Debug, etc. Vraiment, pour commencer, c'est très très bien. Et après, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment, si c'est pour gagner en expertise, vraiment se senioriser. Je pense que les bouquins ont leurs limites parce que ça reste quand même très, ça enfonce quand même beaucoup de portes ouvertes quand on fait ce métier-là depuis longtemps. Alors, je dis pas, c'est peut-être les bouquins que j'ai lus, peut-être qu'il y a un bouquin mystérieux dont en cours d'écriture que j'aurais pas lu, hein, qui vraiment va bientôt arriver et qui répond à ça. Mais je trouve qu'en tout cas dans la littérature, ça manque souvent de concret et mais c'est aussi lié au fait que en fait ce qu'on a dans la littérature, c'est beaucoup du PMM fait par des Américains. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Et donc moi, je vous conseillerais tout simplement si vous voulez monter en compétences et que vous êtes déjà PMM, en fait, juste parler avec d'autres PMM et surtout parler avec des PMM qui n'ont pas la même définition que vous du PMM. Comme ça va vous permettre d'explorer tout le champ des possibles. Donc en fait, quelque part, écoutez ce podcast, voilà. Merci pour la promo. Écoute, merci beaucoup Lucie pour cet échange. C'était vraiment super intéressant, je te redis. Pour finir, la dernière question, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils souhaitent te poser une question justement sur ce que tu as expliqué ou juste te remercier? Eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je réponds pas toujours très vite, mais je finis toujours par répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Génial. Merci beaucoup Lucie. Merci beaucoup Carlotta. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!